La France est-elle donc si riche? Avant leur départ, les fonctionnaires britanniques chargés d'étudier la situation en France voyaient ce pays comme une nation accablée par les dettes, avec un certain mépris. Parmi eux, une jeune femme qui ne s'attendait à rien de particulier arriva en France avec une image tout aussi négative. Après leur enquête matinale et un déjeuner rapide, les fonctionnaires se dirigeaient vers leur rendez-vous de l'après-midi. En traversant le quartier de la Défense, ils remarquèrent que tous les passants autour d'eux levaient soudainement la tête vers le ciel. Que regardent-ils tous? Intriguée, la jeune femme leva les yeux à son tour. À cet instant, elle en perdit ses mots. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ses collègues, alertés par sa surprise, regardèrent aussi vers le ciel, affichant la même expression d'incrédulité. Incroyable! La France était donc un pays si prospère. Ce que les fonctionnaires britanniques virent ce jour-là pulvérisa en un instant l'image qu'ils se faisaient d'une France endettée et en difficulté. Qu'ont-ils bien pu voir au-dessus des gratte-ciel de la Défense? Et comment cette vision a-t-elle transformé leur perception de la France? Plongeons ensemble dans leur expérience stupéfiante. Une délégation de fonctionnaires britanniques était venue en France pour étudier les politiques urbaines du pays. La plupart d'entre eux considéraient la France comme une nation lourdement endettée et n'en avaient pas une très bonne impression. Notre protagoniste, Anna, partageait ce préjugé. Anna Chevalier est une haute fonctionnaire d'environ 35 ans, travaillant au département de l'urbanisme du gouvernement britannique. Ayant grandi à la campagne avec sa grand-mère, elle avait consacré sa jeunesse aux études. Pour elle, l'étranger était un monde lointain, tout comme sa propre capitale, Londres. Elle n'avait jamais eu l'occasion de voyager hors de son pays, ni de s'intéresser profondément aux autres cultures. C'est dans le cadre d'une formation qu'elle fut désignée pour accompagner ses supérieurs lors d'une mission d'observation en Europe. Leur première destination avait été un autre grand pays européen. Sérieuse et appliquée, Anna avait étudié en détail les documents fournis sur les politiques urbaines de ce pays avant de partir. Pourtant, une fois sur place, sa réaction fut sans appel. Mais cela n'a rien à voir avec ce qui était écrit dans les rapports. Elle découvrit rapidement que la réalité du terrain était très différente des descriptions officielles. Les documents vantaient des villes magnifiquement entretenues et une sécurité parfaite. Mais ce qu'elle vit de ses propres yeux était bien loin de cette image idyllique. Cette expérience lui apprit que les informations officielles ne correspondent pas toujours à la réalité. Elle commença alors à douter de la prochaine étape de leur mission, la France. Il est impossible qu'un pays soit exactement comme le décrivent les dossiers, se dit-elle. Épuisée par cette première déconvenue, elle perdit toute motivation pour lire les documents préparatoires sur la France. C'est donc sans aucune préparation qu'elle monta dans l'avion pour Paris. L'image qu'Anna avait de la France était celle d'un pays plutôt pauvre. Elle se souvenait d'un reportage de la BBC affirmant que la France est l'un des pays les plus endettés du monde. Elle en avait conclu que cette nation, étranglée par ses dettes, devait être globalement démunie. Un autre programme télévisé avait présenté la culture française de l'anti-gaspillage. En entendant que les Français avaient pour habitude de ne rien jeter, qui puisse encore servir, elle avait pensé « c'est sûrement parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont obligés d'être si économes ». Un autre reportage encore mentionnait que, en France, les salaires sont bas malgré de longues heures de travail. Elle s'était alors imaginé que de nombreux Français devaient mener une vie économiquement difficile. Anna se souvint aussi de sa première visite dans un pawn shop à Londres, peu après son arrivée dans la capitale. Elle avait été stupéfaite de voir que tous les articles du magasin coûtaient une seule livre sterling. Comment est-ce possible que ce soit si peu cher? S'était-elle exclamée. Mais sa surprise ne s'arrêta pas là. Une de ses amies lui avait dit « Tu sais, en France, il y a des magasins encore moins chers, des magasins à 1 euro, et on y trouve de tout.
Anna, incrédule, avait répondu: « Quoi? C'est encore moins cher? Ils vendent des choses pour moins d'une livre ?» Pour elle qui trouvait déjà le prix d'une livre incroyablement bas, l'idée de vendre des produits encore moins chers lui semblait inconcevable. Mais alors, quel est le niveau de vie des Français? S'était-elle demandé, perplexe. Elle était persuadée qu'avec des prix si bas, la France ne pouvait pas être compétitive dans l'économie mondiale actuelle. Lorsque sa mission en France fut confirmée, ses préjugés continuaient de l'obséder. L'image d'un pays endetté, associée au récit de bas salaires et de longues journées de travail, renforçait ses doutes. Quand son supérieur lui annonça son départ pour Paris, elle ne put s'empêcher de réagir. « Attendez, sommes-nous vraiment obligés d'aller là-bas? Est-ce que c'est un pays sûr ?» Son supérieur se contenta de sourire et lui dit: « Tu verras par toi-même une fois sur place. Ce sera une bonne leçon pour toi. » Mais l'inquiétude d'Anna ne disparut pas. C'est avec un mélange d'anxiété et d'excitation qu'elle monta à bord de l'avion pour Paris. Est-ce que cette mission en France sera vraiment instructive? Songeait-elle en regardant les nuages par le hublot. Elle était loin d'imaginer ce qui l'attendait. Au fond d'elle, une seule certitude: je dois y aller pour voir de mes propres yeux. Dès l'instant où Anna passa les portes de l'aéroport Charles de Gaulle, elle fut frappée par la propreté des lieux. Habituée aux aéroports étrangers où les détritus jonchent souvent le sol, elle s'attendait à la même chose en France. Pourtant, il n'y avait pas le moindre déchet à l'horizon. Comment un lieu si vaste et si fréquenté peut-il être maintenu aussi propre? Se demanda-t-elle. Le sol brillait, les sièges et les tables étaient impeccables. Anna était tout simplement stupéfaite. En se dirigeant vers la zone de récupération des bagages, une autre surprise l'attendait. Un exemple du service attentionné à la française. Toutes les valises, arrivant sur le tapis roulant, étaient positionnées avec la poignée tournée vers l'extérieur. Une délicate attention pour que les voyageurs puissent les saisir facilement. Incroyable! Je ne pensais pas qu'on pouvait faire attention à de si petits détails, murmura Anna. Dans d'autres aéroports, il n'est pas rare que les valises soient jetées sans ménagement, parfois même endommagées. Ici, chaque bagage semblait être traité comme un objet précieux. La propreté, l'efficacité et le profond respect envers les visiteurs qui se dégageaient de l'aéroport laissèrent une forte impression sur Anna. Voilà donc comment la France accueille les voyageurs étrangers, pensa-t-elle touchée. Dans le bus qui la conduisait de l'aéroport au centre de Paris, Anna fut de nouveau surprise. L'intérieur du véhicule était aussi propre qu'un bus neuf. Les sièges étaient parfaitement alignés et le sol était impeccable. « Est-ce vraiment un transport en commun ?» se demanda-t-elle. De plus, en montant d'abord, le chauffeur salua chaque passager avec un sourire et un « bonjour, bienvenue à bord ». Son cœur se réchauffa. On se croirait accueilli par le portier d'un grand hôtel, glissa-t-elle. Lorsque le bus s'engagea sur l'autoroute, Anna se crispa légèrement. Dans son pays, la conduite devient souvent plus agressive et les secousses plus fortes sur ce type de route. Pourtant, le bus français avançait avec une fluidité remarquable, sans presque aucune vibration. La conduite du chauffeur était douce, sans freinage brusque ni coup de volant. Au Royaume-Uni, les klaxons et les accélérations sont la norme, pensa Anna, impressionnée par ce professionnalisme. Et lorsque le bus arriva à l'arrêt prévu, exactement à l'heure, elle fut aussi étonnée par la ponctualité des transports français. Un trajet si confortable et si ponctuel, c'est vraiment incroyable. Cette expérience de transport agréable la conquit complètement. En arrivant à l'hôtel, Anna fit face à une nouvelle scène surprenante dès qu'elle entra dans le hall. Tout le personnel de la réception s'inclina légèrement en souriant. « Bienvenue, nous espérons que votre voyage s'est bien passé », dirent-ils d'une voix douce. Cette démonstration de bienvenue fut un choc pour Anna. Dans les hôtels britanniques, il est courant que le réceptionniste tende la clé sans un mot,
avec une expression neutre. Bien sûr, les hôtels de luxe sont une exception, mais il s'agissait ici d'un hôtel de classe moyenne, typique des voyages d'affaires. C'est donc ça, l'accueil à la française, songea Anna. La surprise continua en entrant dans la chambre. Une décoration aux couleurs pastel chaleureuses, des produits de toilette soigneusement disposés. Dans l'armoire, un peignoir épais et des chaussons l'attendaient. Ce sont des prestations que l'on trouve à peine dans les hôtels de luxe au Royaume-Uni. Et ici, c'est standard, s'émerveilla-t-elle. Mais le plus grand choc fut les toilettes. Non seulement le siège était chauffant, mais un panneau de commande sur le côté offrait une fonction de bidet intégrée. Découvrant cette technologie pour la première fois, elle se demanda comment cela fonctionne-t-il. Peu à peu, elle fut conquise par la fonctionnalité et la propreté de l'installation. Les toilettes en France sont vraiment les meilleures du monde, dut-elle admettre. Le calme de l'hôtel l'étonna également. Au Royaume-Uni, les bruits des pubs et les éclats de voix dans les couloirs sont fréquents, même tard dans la nuit. Mais ici, c'était un autre monde. Le silence qui régnait lui permit de passer une nuit paisible et sereine. Voilà un autre aspect de l'attention que les Français portent aux autres, réalisa-t-elle profondément. Le lendemain matin, Anna et ses collègues partirent explorer Paris. Ce qui frappa immédiatement son regard, ce fut la propreté impeccable des rues. Pas un seul déchet par terre. Les trottoirs et la chaussée étaient remarquablement entretenus. Comment est-ce possible? Je ne vois presque aucune poubelle, s'étonna-t-elle. Lorsque le feu piéton passa au rouge, le groupe s'arrêta et observa les alentours. Au Royaume-Uni, il est courant de traverser au rouge s'il n'y a pas de voiture. Mais ici, en France, tout le monde attendait patiemment le signal vert, dans le calme. Quelle discipline! S'exclama-t-elle, y voyant une manifestation du respect de l'ordre propre au caractère français. Alors qu'elle marchait dans la foule du quartier de la Défense, Anna remarqua que les gens autour d'elle regardaient en l'air. Que regardent-ils tous? Intriguée, elle leva la tête vers les immenses bâtiments. Là, un chat gigantesque la contemplait paisiblement. Quoi? Ils élèvent un chat sur le toit d'un gratte-ciel? Et puis, il est beaucoup trop grand. Stupéfaite, Anna resta figée sur place. Ses collègues britanniques étaient tout aussi abasourdis, la bouche bée. « Attendez, c'est un vrai chat ?» murmura quelqu'un. « Non, c'est impossible », répondit un autre, tout en penchant la tête, perplexe. Curieux, ils demandèrent à voix haute en anglais à un passant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Une personne parlant anglais leur répondit. « C'est une publicité en 3D. » Anna et ses collègues n'en crurent pas leurs oreilles. Une publicité, c'est aussi réaliste que ça. Au Royaume-Uni, les publicités sont partout, mais ils n'avaient jamais rien vu d'aussi grand et technologiquement avancé. Anna se souvint des villes qu'elle avait visitées lors d'une mission précédente. Les panneaux publicitaires y étaient souvent décolorés, les affiches à moitié arrachées, donnant une impression de vétusté. Il y avait bien quelques écrans clignotants, mais rien qui ne paraisse vraiment moderne. La publicité en France est tellement sophistiquée, pensa-t-elle, admirative. Face au réalisme et à la puissance de ce chat en 3D, l'image d'une France pauvre commençait à s'effriter dans son esprit. Le niveau de technologie ici est incroyable, murmura-t-elle. Est-ce vraiment ça, un pays endetté? Commença-t-elle à se demander, remettant en question tous ses préjugés. Au cours de leur enquête, Anna eut envie d'aller aux toilettes, mais elle se retint un moment. Même au Royaume-Uni, elle évitait autant que possible d'utiliser les toilettes publiques dans des lieux inconnus. Elles sont souvent sales et parfois même payantes, ce qui la faisait hésiter. Il faut toujours prendre son courage à deux mains avant d'entrer. Finalement, ne pouvant plus se retenir, elle se résigna à utiliser des toilettes publiques. En entrant, elle fut stupéfaite. « Oh, ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. »
Pas besoin de courage pour utiliser les toilettes publiques en France. Le sol brillait, la cuvette était impeccable et tout était parfaitement propre, jusque dans les moindres recoins. Partout où elle allait, les toilettes étaient dans un état de propreté irréprochable. Anna était si impressionnée qu'elle se demandait si elle ne rêvait pas. De plus, les toilettes étaient équipées de sièges pour bébé et de crochets pour suspendre ses affaires. Tout était pensé pour le confort des usagers, qu'ils soient avec des enfants ou chargés de sacs. Pas vous, des toilettes aussi propres et pratiques, on se croirait dans un hôtel de luxe, s'exclama-t-elle. Elle se mit même à douter, pensant « C'est peut-être un endroit exceptionnellement bien entretenu ?» Elle décida alors de tester les toilettes d'autres gares et de grands magasins. Mais partout, le constat était le même. Propreté, praticité et attention aux détails. Anna dut se rendre à l'évidence. Cette propreté est la norme en France. Plus tard, le groupe décida de prendre le métro parisien. Sur le quai, une foule considérable attendait déjà. Pourtant, à leur grande surprise, personne ne bousculait. Personne ne tentait de doubler pour monter dans la rame. Au contraire, tout le monde formait une file ordonnée et attendait le métro en silence. Anna n'en revenait pas. À Londres, dès que les portes du tube s'ouvrent, c'est la cohue, chacun pour soi, dit-elle, étonnée. Une fois à l'intérieur de la rame, un autre spectacle la surprit. Le silence. Les passagers consultaient leur smartphone, lisaient un livre, chacun semblant respecter l'espace des autres. Mais le plus choquant pour elle fut de voir des gens dormir profondément. En France, il est courant de voir des personnes s'assoupir dans les transports en commun. Au Royaume-Uni, une telle chose est impensable. On deviendrait immédiatement la cible des pickpockets. Là-bas, la règle est de rester constamment vigilant et de ne jamais quitter ses affaires des yeux. Mais ici, en France, les gens semblaient aussi détendus que chez eux. En voyant cela, Anna se demanda « Quel est le niveau de sécurité dans ce pays ?» Ses certitudes étaient complètement ébranlées. Elle était profondément impressionnée par le calme et le sentiment de sécurité qui régnait dans les transports parisiens. En sortant du métro, la nuit était déjà tombée sur Paris, mais la ville vibrait encore d'activité. Les néons scintillaient et la foule continuait d'animer les rues. Ce qui attira particulièrement son attention, ce fut de voir de jeunes femmes marcher seules, en toute confiance. Elles tenaient leur smartphone à la main, écoutaient de la musique avec des écouteurs, se déplaçant avec une aisance naturelle. Au Royaume-Uni, marcher seul la nuit est considéré comme très dangereux, et tenir un smartphone visible est le meilleur moyen d'attirer les voleurs. Anna était sous le choc. Chez elle, une femme seule la nuit doit être constamment sur ses gardes pour assurer sa sécurité. Mais ici, les gens semblaient profiter de la nuit librement, sans crainte. C'était pour elle une source d'étonnement permanent. Plus tard, de retour à l'hôtel, l'une des membres de l'équipe, Olivia, commença à fouiller son sac avec une expression paniquée. « Oh non, où est-il passé ?» murmura-t-elle. Alors que tous les regards se tournaient vers elle, son visage devint livide. « Je ne trouve plus mon portefeuille, celui avec mes livres sterling. » Le portefeuille d'Olivia contenait son permis de conduire britannique, ses cartes de crédit et de l'argent liquide en livres. Elle le gérait séparément de ses euros et n'avait pas remarqué sa disparition plus tôt. Comme elle n'en avait pas eu besoin de la journée, elle ne s'en rendit compte qu'après être sortie du taxi. « On me l'a sûrement volé », dit Olivia en larmes, plongeant l'équipe dans l'angoisse. Elle était en panique à l'idée d'avoir perdu ses papiers et ses cartes. Anna se souvint qu'Olivia avait posé son sac à ses pieds dans le taxi. « Peut-être qu'il est tombé par terre dans la voiture », suggéra-t-elle. Anna expliqua la situation au personnel de l'hôtel qui contacta immédiatement la compagnie de taxi grâce au reçu. La compagnie identifia le véhicule et interrogea le chauffeur. Mais la réponse fut négative. Il n'y avait rien dans la voiture.
La déception fut immense. C'est fini, on me l'a volé, et même si je l'ai perdu, personne ne le ramènera, dit Olivia désespérée. Cependant, le personnel de l'hôtel, très calme, prit une autre initiative et contacta la police. Et là, miracle, le portefeuille d'Olivia avait déjà été déposé au commissariat comme objet trouvé. Incroyablement, un passant l'avait ramassé dans une rue du quartier de la Défense, où ils étaient plus tôt, et l'avait aussitôt rapporté à la police. En entendant la nouvelle, l'équipe laissa éclater sa joie. Olivia, n'y croyant pas, s'exclama « C'est un miracle, je n'arrive pas à le croire ». Quand elle récupéra son portefeuille au commissariat, tout y était, les livres sterling, le permis, les cartes de crédit. Au Royaume-Uni, une telle chose n'arriverait jamais, murmura Anna, les yeux ronds. Les Français sont vraiment honnêtes et serviables. Nous ne nous attendions pas à le retrouver si vite. Ils étaient tous profondément touchés par l'intégrité de la société française et la rapidité de la réaction. Après quelques jours en France, Anna s'était familiarisée avec les rues et le mode de vie parisien. Plus elle explorait, plus une conviction grandissait en elle. Partout où l'on regarde, la France est un pays prospère et sûr. La propreté des villes, la courtoisie des habitants et surtout la haute qualité de vie, tout confirmait cette impression. Est-ce vraiment un pays criblé de dettes ? Se demandait-elle de moins en moins. Le mystère fut finalement résolu lors d'une conversation avec son supérieur. Répondant aux questions d'Anna, il lui expliqua patiemment la situation économique de la France. La majeure partie de la dette française est détenue par des institutions financières nationales ou par la Banque centrale européenne. Ce n'est donc pas du tout comme une dette envers l'étranger. Anna, perplexe, demanda « La dette est détenue en interne. Qu'est-ce que cela signifie ?» Son supérieur hocha la tête et poursuivit « Exactement. Comme la France emprunte dans sa propre monnaie, l'euro, le risque de défaut de paiement est quasiment nul, contrairement à d'autres pays. » Anna fut surprise. Elle avait souvent entendu parler des risques économiques liés à l'endettement d'un pays en devise étrangère. Elle comprit que la situation de la France, où la dette circule principalement au sein de sa propre économie, était radicalement différente. Donc, dans ce sens, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la dette française, conclut-elle. Son supérieur lui révéla un autre aspect de l'économie du pays. En réalité, la France est une des nations les plus riches du monde en termes d'actifs nets. Juger sa puissance économique uniquement sur le montant de sa dette est une grave erreur. Anna était stupéfaite. L'une des nations les plus riches du monde. Je pensais que sa dette la rendait instable, mais c'est tout le contraire. Elle comprit enfin l'intelligence et la solidité du système économique français. Elle avait appris une leçon essentielle. Il ne faut pas se laisser abuser par les chiffres superficiels, mais chercher à comprendre la substance de l'économie. Au cours de son séjour, Anna découvrit non seulement les aspects économiques, mais aussi la profondeur de la société française. Elle comprit que la bienveillance des gens était le pilier de la sécurité du pays. Au début, elle pensait que cette sécurité était simplement le résultat de l'efficacité de la police ou du système social. Mais en observant le comportement quotidien des Français, elle réalisa autre chose. Dans ce pays, c'est le respect mutuel qui maintient naturellement l'ordre social. Ce sont les petites attentions, la gentillesse envers les autres, sont les fondations de cette incroyable sécurité. Elle en fut profondément émue. Les transports publics en sont un parfait exemple. Anna avait constaté que la propreté et la ponctualité des transports français étaient de classe mondiale. En France, ne pas déranger les autres dans un lieu public est une règle de savoir-vivre élémentaire, et chacun respecte cet espace commun. La discipline et la délicatesse des Français sont vraiment admirables, pensa-t-elle. Elle comprit également que derrière les excellents services qu'elle avait expérimentés se trouvait la culture française de l'accueil, une attention portée aux clients
dans les moindres détails, pratiqués comme une évidence. En découvrant que cet esprit de service façonnait la société française, son respect pour le pays ne fit que grandir. Ainsi, la mission d'Anna en France se révéla, contre toute attente, extraordinairement enrichissante. C'était l'histoire d'Anna, une Britannique dont le voyage en France fut une succession de surprises et d'émerveillements. Ce qui peut sembler normal pour les Français était une source d'étonnement constant pour elle. Au cœur de la culture française, si admirée dans le monde, se trouve un profond sens de l'accueil et du respect de l'autre. C'est peut-être cet esprit qui symbolise la véritable richesse de la France. Une richesse qui ne se mesure pas en chiffres, mais en chaleur humaine et en bienveillance. Même si les temps changent, il est essentiel de préserver et de transmettre cette richesse aux générations futures. Qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. À bientôt pour une prochaine vidéo.